va vous faire une petite présentation à deux voix aujourd'hui. Moi, je suis Clotilde Chèze, je suis médiatrice à l'atelier Canopée de Paris et je suis accompagnée de Sarah. Je vais vous laisser vous présenter. Bonjour à tous, je suis Sarah, je suis responsable de la marque Access Plus, donc je fais des jeux de société au sein de Asmodée qui s'adressent à divers publics que je vous présenterai tout à l'heure. Alors, au programme, déjà, on va avoir l'objectif de vous présenter quelques jeux que vous pouvez utiliser dans votre pratique professionnelle et pour but que vous utilisiez, que vous intégriez le jeu dans votre pratique. Alors, on va avoir un petit déroulement en 3 temps. Un premier temps où on va vous parler un petit peu du jeu dans la classe avec des éléments de cadrage. On va faire un petit point aussi sur les jeux proposés par Access Plus. Donc, on vous présentera les jeux. Alors, on parle de jeux, c'était le titre, le jeu dans la classe, mais on voulait quand même faire un petit point sur ce que l'on entend par le jeu. Parce qu'on parle souvent de jeux, de pratiques de ludopédagogie, mais finalement, on met pas tous la même chose sous la notion de jeu. Alors, en fait, le jeu se caractérise avec différents points. Le premier point, c'est que le jeu, c'est quelque chose de volontaire. On ne peut pas obliger un enfant, on ne peut pas obliger un élève à avoir envie de jouer, à prendre plaisir à la partie de jeu. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête et c'est parfois pas évident en classe d'ailleurs de gérer cet aspect-là. Voilà, ça doit rester quelque chose de volontaire, le jeu. Donc c'est le premier élément. Le deuxième élément qu'on retrouve assez facilement, c'est que le jeu, c'est un temps limité. Donc on est limité par le temps, la partie va durer un certain temps et on est limité aussi au niveau du cadrage. Vous avez des règles qui sont propres à chaque jeu. Donc on a vraiment cette notion de limitation dans un jeu. Ensuite, on a le côté incertain. Donc ça, c'est ce qui va motiver en fait à jouer. Si on savait déjà ce qui allait se passer dans la partie du jeu, si on savait déjà qui allait gagner, on perdrait cette motivation, on perdrait le côté ludique, on n'aurait plus envie de jouer. Donc ça, c'est vraiment un élément indispensable au jeu. Certains élèves sont un peu perturbés de ça, certains enfants n'aiment pas cette incertitude, certains adultes aussi d'ailleurs. Donc il faut arriver à gérer ça. Mais il faut avoir conscience que c'est un aspect du jeu qui est important. Ensuite, on a le côté fictif. Alors, ce côté fictif est très très intéressant, surtout dans le cadre scolaire, dans le cadre de la classe. En fait, il faut vraiment s'appuyer dessus parce que ce qu'il va se passer dans le jeu, comme c'est dans un cadre de fiction du jeu, si l'élève commet des erreurs, s'il échoue, ça appartient au jeu, ça appartient au temps de la partie, ça reste fictif et ça n'aura donc pas de conséquences sur sa vie scolaire. Et finalement, il faut vraiment se rendre compte qu'on n'a pas l'occasion de proposer souvent des formats qui permettent ça. Vraiment, quand on est dans le cadre scolaire, souvent, tout a une implication. L'action de l'élève va avoir une application sur sa vie scolaire, sur le temps d'école. Et dans une situation de jeu, on entre vraiment dans cet aspect fictif. Et ça permet aussi à l'enfant de pouvoir un petit peu plus oser des choses et puis se permettre d'échouer et de commettre des erreurs. Donc cet aspect-là est quand même très important à souligner. C'est presque l'inverse, je trouve. Au contraire, dans le process de jeu, on dit à l'enfant, c'est pas grave de perdre, c'est pas un problème de perdre et l'objectif, c'est pas forcément de gagner, c'est aussi de passer un bon moment. Donc c'est presque un petit peu l'inverse par rapport à tous les exercices scolaires qu'ils peuvent faire d'habitude où il faut réussir et où là finalement on apprend que parfois c'est pas grave de se tromper. Tout à fait. Et ça dépend aussi de la typologie des jeux parce que vous avez par exemple les jeux de hasard où on va l'élève va vite comprendre qu'en fait, c'est le hasard qui fait que l'on va gagner ou que l'on va perdre. Donc en plus, ça dédramatise l'erreur. On n'est pas sur l'erreur par rapport à soi, on est sur un système de jeu particulier. Donc tout à fait, c'est vraiment un aspect très intéressant que vous pouvez en parler avec l'enfant, avec les élèves de cet aspect-là. Ça permet de rassurer également. Et enfin, une dernière caractéristique qui ressort sur les jeux, c'est qu'en principe, c'est improductif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gain d'argent à la clé. Donc souvent, on parle de jeu d'argent, en fait, mais d'après les caractéristiques du jeu, un jeu d'argent n'est en fait pas un jeu. Voilà. Bon, ça rentre pas vraiment dans le cadre scolaire, n'importe comment, enfin j'espère. Donc voilà un petit peu pour clarifier les caractéristiques qui sont en lien avec le jeu. Alors pour aller un petit peu plus précisément sur le lien entre le jeu et la pédagogie et les catégories de jeux qu'on retrouve dans un cadre scolaire,
On vous a mis cette petite présentation avec 3 catégories différentes que l'on rencontre à l'école ou dans un cadre éducatif. Alors, on a déjà les jeux qu'on appelle les jeux éducatifs ou les jeux pédagogiques. En fait, un jeu éducatif, c'est plus un exercice déguisé avec quelques ressorts ludiques. Mais dans cet aspect, dans cette catégorie de jeux éducatifs, on part vraiment de l'apprentissage que l'on veut amener et on rajoute quelques éléments qui font que ça devient un petit peu ludique. En fait, quand on propose aux élèves des jeux éducatifs, l'enfant reste un élève mais n'est pas un joueur. On est vraiment dans le cadre scolaire. C'est assez régulièrement utilisé, hein, vous en utilisez d'ailleurs, je pense, peut-être dans votre pratique. Vous en concevez aussi peut-être. On en voit régulièrement dans le cadre scolaire. Après, à l'opposé, on a le jeu libre. Alors ça, c'est pareil, on en trouve beaucoup. Je sais que certaines personnes sont en pré-maternelle ou en maternelle. Ça se fait beaucoup à ce niveau-là. Le jeu libre, c'est par exemple les jeux qu'on trouve en cours de récréation où les enfants peuvent aller librement jouer dans certains coins à certaines choses. Il n'y a pas de cadrage spécifique et surtout il n'y a pas de cadrage pédagogique. Vous n'avez pas un objectif d'apprentissage quand ils vont jouer par exemple au foot dans la cour de récréation. On reste sur des choses très libres, mais ça reste du jeu quand même. Et enfin, nous avons le jeu qui nous intéresse aujourd'hui, comme les jeux qu'on a apportés ici, ce sont des jeux structurés. Donc dans les jeux structurés, en fait, nous avons à la fois une intention pédagogique et un jeu qui existe à part entière. Donc les jeux structurés, en fait, ce sont des jeux du commerce qui ont été conçus comme des jeux et pour lesquels on a trouvé un avantage pédagogique, un apprentissage à mettre en avant, quelque chose qui permet de développer une compétence chez les enfants. Donc on reste vraiment sur des aspects ludiques très importants, mais aussi des apprentissages en lien. Et c'est ce qu'on va un petit peu plus précisément vous présenter, en tout cas avec des exemples aujourd'hui. Voilà un petit peu ces 3 catégories qu'on peut trouver dans le cadre scolaire. Alors, je vais passer assez rapidement sur les programmes scolaires, mais il fallait quand même que j'en parle, surtout que certains ne sont pas en fait enseignants, donc peut-être sont pas forcément concernés par les programmes. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez présence du jeu dans tous les programmes scolaires, mais plus ou moins, en fait, vous avez une forte présence du jeu dans les programmes de cycle 1, cycle 2. Vous avez d'ailleurs des documents de cadrage que vous retrouvez sur Eduscol. On met vraiment en avant le format jeu en maternelle. Après, en cycle 3 et en 6e, qui fait partie du cycle 3, vous avez quelques éléments autour du jeu encore. Donc, c'est mis en avant aussi au niveau du cycle 3. Par contre, au niveau du collège, le jeu commence à disparaître des programmes. On trouve par rapport à l'interdisciplinarité. On voit des propositions du jeu en interdisciplinarité sur d'autres domaines un peu transversaux. Et au lycée, ce qui est intéressant pour les programmes du lycée, c'est qu'on va avoir des propositions de formats variés autour du jeu. Donc on parlera de jeux de rôle, de jeux vidéo, de serious game, qu'on ne trouve pas forcément en proposition dans les programmes des autres cycles. Voilà, mais en tout cas le jeu est présent dans les programmes et peut être un bon support pour les apprentissages. Voilà un petit peu pour le point programme. Alors on parle un petit peu du jeu, mais on voulait aussi préciser quelques difficultés qui peuvent arriver quand vous mettez en place le jeu avec les enfants et les élèves. Donc on voulait vous parler de 3 freins éventuels à anticiper. Alors le premier frein, c'est vraiment l'entrée dans le jeu. En fait, vous allez devoir bien cibler les jeux que vous proposez aux enfants pour qu'il y ait un effet groupe positif et pas négatif. Alors je m'explique un petit peu. Si vous avez des élèves qui ont parfois un petit peu de difficulté à travailler ensemble, à jouer ensemble, à ce moment-là, vous allez essayer de cibler des jeux un petit peu plus coopératifs. On va essayer de jouer contre le jeu et pas en individuel. Donc ça peut permettre de fédérer un peu le groupe et de faire réussir justement le jeu. Après, vous avez aussi tout ce qui peut être jeu de hasard, donc pour introduire de manière assez simple les stratégies de jeu. Vous avez en fait un panel de catégories de jeux différents qui peut vous permettre de choisir les bons jeux pour les bons groupes d'élèves. Vous avez aussi peut-être connu des classes où, quand vous les faites jouer, vous avez un effet groupe négatif où ils vont très vite
se mettre à ne pas respecter les règles, à faire beaucoup de bruit, avoir des réactions de ce type-là. Donc à ce moment-là, ce qu'on vous conseille pour éviter cet effet de groupe négatif, c'est de commencer avec des jeux en binôme ou en trinôme à la rigueur, pour réduire le nombre d'élèves et du coup pour que ça se passe mieux. Voilà un petit peu par rapport à l'entrée dans le jeu qui est importante. Ensuite, bien sûr, on va avoir des fois des difficultés sur la compréhension des règles. Donc ça, il faut bien être vigilant. Déjà, il faut être au clair pour vous sur les règles pour pouvoir bien les expliquer. Vous pouvez également les travailler en amont avec certains élèves qui vont avoir un petit peu des difficultés de compréhension pour qu'ensuite la situation de jeu se passe bien. Et ce qu'on vous conseille à chaque fois, c'est aussi de faire un tour de jeu fictif avec la classe pour que tous aient bien connaissance des règles. Donc ça, c'est important de bien identifier ce frein éventuel. Et après, si vous avez certains élèves en difficulté, vous pouvez aussi jouer sur le système de tutorat ou de binôme, ou vous-même, en tant qu'adulte, essayer d'aider l'élève en question. Et enfin, alors ce qui revient beaucoup et qu'on a souvent en question, du coup on anticipe, on le met dès maintenant, la question de la triche, qui pose beaucoup de problèmes. Donc là, pour être honnête, il ne va pas y avoir de solution miracle, mais on vous a mis quelques pistes. Donc ce qui se fait beaucoup, c'est de modifier les règles pour ajouter des pénalités. Donc des pénalités que vous pouvez choisir vous ou que vous faites choisir aux élèves aussi en leur expliquant que voilà, il faut essayer de trouver des pénalités qu'on peut rajouter si quelqu'un triche. Donc ça peut être intéressant de travailler là-dessus et de faire prendre conscience aux élèves que le jeu ne peut pas fonctionner si il y a de la triche et que les pénalités sont là pour le rappeler. Après, vous pouvez aussi, comme je le disais tout à l'heure, cibler des jeux particuliers. Donc les jeux coopératifs, voilà, on est tous ensemble à jouer. Donc après, on triche tous ensemble des fois. Hein. Faut être c'est ça. Même en tant qu'adulte, hein, il faut le dire. Alors vous avez aussi d'ailleurs, non, je l'ai pas marqué ici, mais je voulais vous le dire. Vous avez justement des jeux, par exemple un jeu qui s'appelle Mytho, où le principe est de jouer, de tricher dans le jeu. Donc ça peut être aussi intéressant de leur montrer des jeux comme ça, où on va les faire tricher pour parler et sensibiliser à la triche. Et il y a aussi une proposition, alors selon les jeux ça fonctionne plus ou moins, c'est de leur faire faire un tour de triche au début du jeu. Donc tout le monde essaie de tricher. Et on voit qu'en fait, ça ne peut pas fonctionner quand on triche, que ce n'est pas amusant, qu'on n'arrive pas à faire fonctionner le jeu. Et du coup, ça leur fait prendre conscience qu'il faut éviter de tricher quand on joue. Voilà. Donc voilà des petites astuces éventuellement que vous pouvez tester par rapport à ce frein qui arrive régulièrement après selon les élèves, selon l'âge aussi. Voilà un petit peu par rapport aux éventuelles difficultés dont on voulait vous parler. Est-ce que vous avez anticipé du coup éventuellement ces problèmes de triche dans les jeux que vous proposez ? Alors plus ou moins, disons que dans Timeline il y a une vérification immédiate qui fait que c'est impossible de tricher. Dans Dobble, on n'a pas trop rencontré ce problème de triche parce qu'étant donné que c'est un jeu d'attention et de réactivité, ils sont plus pris dans la mécanique du jeu et le fait de trouver les choses le plus vite possible que de vraiment réfléchir à tricher, comment on triche, etc. Donc, c'est presque un jeu de hasard aussi, finalement. C'est vraiment un jeu de rapidité, Dobble. Donc voilà, il y a un vrai... On est vraiment pris dans la mécanique et donc c'est assez rare de voir... Il y a plus d'abandon d'enfants qui n'arrivent pas que de triche vraiment pour essayer de compenser en fait. Voilà. Donc Dobble travaille beaucoup aussi la régulation des émotions parce que... on s'énerve, tout ça, et donc voilà, on réapprend et avec la version qu'on a faite, on a des moyens de pallier ça. On va vous présenter un petit jeu juste après et on va vous faire jouer tous ensemble pour ce premier jeu qui s'appelle Unanimo. Mais juste avant de vous faire vivre une partie, je voulais vous parler d'une ressource que vous connaissez peut-être qui s'appelle Apprendre par le jeu, qui est une plateforme que vous trouvez facilement sur Internet. En fait, cette plateforme permet de vous proposer des pistes pédagogiques pour travailler justement ces jeux structurés en classe, pour les intégrer à votre pratique. Donc comme ça, vous avez des petites fiches qui vous rappellent le but du jeu, qui vous donnent des indications sur la mise en place du jeu, sur le niveau sonore aussi. Ça peut être intéressant selon ce que vous voulez, d'avoir connaissance un petit peu avant de mettre le jeu en place du niveau sonore, ça peut aider. Voilà, vous avez des pistes et vous avez aussi les liens avec les programmes.
donc les liens avec les apprentissages, et des jeux que vous pouvez mettre en lien avec les jeux en question. Voilà, donc c'est une ressource qui peut vous permettre d'aller un petit peu plus loin sur les jeux et aussi d'essayer de bien cibler les jeux que vous voulez intégrer à votre pratique. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que vous avez une petite fiche qui est ici pour le jeu Unanimo que je vais vous faire tester. Donc c'est un jeu qui se fait bien, alors c'est plutôt pour les cycles 3 ou fin cycle 2. Mais vous allez voir, c'est assez simple et c'est un jeu où vous pouvez jouer en grand groupe. Voilà, vous êtes prêts pour le jeu? Alors, je vous explique. Vous avez normalement sur vos tables des petits crayons et des feuilles de papier. Donc, le but du jeu, donc c'est un petit jeu qui se présente comme ça. Alors là, j'ai numérisé 3 cartes pour que ce soit plus facile pour la projection. Mais le petit jeu se présente comme ça et vous avez du coup le matériel à l'intérieur. Hop. Et des petites cartes qui sont proposées. Donc le but du jeu, c'est que je vais vous présenter une carte avec un dessin et un mot. Et sur votre petite feuille de papier, vous allez écrire des mots qui vous viennent en tête par rapport à la carte que je vais vous présenter. Attention, le but du jeu, c'est d'essayer de trouver des mots qui vont être proposés par les autres. Voilà. Donc, essayez de deviner ce que vont proposer les autres, parce que plus le mot sera proposé par 2 personnes, plus vous gagnerez de points. Okay ? Donc, le but du jeu, c'est vraiment de trouver les mêmes mots que les autres. Normalement, dans la règle initiale, il faut trouver 8 mots. Là, pour pas que ça dure trop longtemps non plus, je vais vous proposer d'en trouver 5. Et puis après, on va voir un petit peu comment se déroule le jeu. Donc, je vais vous présenter une carte et il va falloir écrire 5 mots qui vous viennent en tête par rapport à cette carte. Voilà, donc ma carte, c'est celle-ci avec l'inscription de masque. Donc, je vous laisse 2 minutes et vous allez essayer d'écrire 5 mots sur votre feuille par rapport à cette carte. Donc, c'est un jeu en plus qui dure pas très longtemps. Donc, vous pouvez assez facilement le faire en rituel. Non. Alors ça, des fois, ça arrive selon, voilà, si on est inspiré ou pas, si la carte nous inspire. C'est pas grave, c'est juste que si vous ne donnez que 4 mots, bah, vous n'aurez pas les points du dernier mot. Ouais. Alors, quand vous faites ça avec vos élèves, après, vous avez la partie où il faut compter les points. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, c'est assez simple, finalement. Chacun à votre tour, quand c'est les élèves, chaque élève va prendre la parole et va donner son premier mot. Si vous avez indiqué dans votre liste ce mot-là, vous levez la main. Et en fait, on gagne autant de points que de nombre de personnes qui ont trouvé le mot. Donc, si vous le permettez, on va commencer par vous. Vous allez nous dire votre premier mot. Carnaval. Alors, levez la main ceux qui ont mis carnaval. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, tous ceux qui ont... Voilà, vous comptez, donc 8. Tous ceux qui ont mis carnaval, sur votre feuille, vous comptez 8 points. Okay. Quel était votre deuxième mot? Visage. Qui a mis visage? Personne. Donc, vous n'avez pas de points. Votre troisième mot? Beauté. Ah, donc, 2 points chacune. Les yeux? Non. Tête. La tête? Personne. Ok, très bien. Alors, normalement, ça va assez vite, donc on va essayer de balayer tout le monde. Et comme ça, vous aurez la totalité de vos points. Alors, qu'est-ce que vous avez mis comme mot? Alors, Venise. 1, 2, 3, 4. Donc, vous comptez 4 points pour ceux qui ont mis Venise. Pau, non. 0. Balle, 2 points chacune. Parfait. Oui, vous en avez noté d'autres. Santé, personne. Parfait. Est-ce qu'il y a des mots qui n'ont pas été dits? Oui. Déguisement. Oui, on compte quand c'est de la même famille, on compte pareil. Donc déguisé, déguisement, donc 3 points. Normalement, c'est même famille. Ah, mystère. Théâtre, non. La personne suivante. Est-ce qu'il y a eu des mots qui n'ont pas été dits que vous aviez notés? Ah, loup. Personne, non. Donc personne suivante. Ah oui, en fait, il faut dire tous ceux qui n'ont pas été dits. Alors, fête. Ok, donc 4 points, 3 ou 4 points. 3 points chacune. Du coup, on veut savoir qui a gagné. Alors, je fais le tour de tout le monde. Il y en a d'autres? Rouge. 1, 2, 3, 4. 4 points pour ceux qui ont mis rouge. Personne suivante. Ah, nez. Ok, donc 2 points. Clown. Ah, alors Arlequin. Arlequin, 3 points chacun. Imagination. Non, personne n'a mis. La personne suivante, peut-être si... Est-ce qu'il y a des mots qui n'ont pas été dits? Ah, se cacher. Non, personne. Personne suivante.
Donc plus on avance, plus les mots ont été dits. Est-ce que vous avez des mots qui n'ont pas été dits? Émotion? Non, personne. Tous les mots ont été dits. Très bien. C'est assez intéressant parce que quand vous faites ça en rituel avec les élèves, quand vous le proposez plusieurs fois, en fait, vous voyez des stratégies parce que vous voyez des émotions qui ressortent. Donc, quand ils comprennent qu'il y a des émotions qui ressortent, vous pouvez assez régulièrement trouver joie ou tristesse selon la carte. Vous avez les couleurs aussi qui ressortent assez facilement. Donc, au bout d'un moment, ils ont compris que s'ils mettaient rouge quand il y avait une prédominance de rouge, ça allait être dit par d'autres élèves. Donc voilà. Après, vous avez des stratégies que vous pouvez aussi faire verbaliser aux élèves, c'est très intéressant de proposer ça. Alors, juste pour aller un petit peu plus loin sur ce jeu, vous pouvez aussi cibler des cartes par rapport aux thématiques que vous voulez aborder. Donc là, par exemple, vous avez la carte Jules César, ça peut vous permettre de travailler certains apprentissages. Donc, vous pouvez sélectionner vos cartes par rapport à un champ lexical que vous voulez travailler ou par rapport à un domaine particulier. Et vous avez aussi une variante en français qui est intéressante un peu plus difficile peut-être à mettre en place, mais qui est intéressante. En fait, vous pouvez exiger des catégories grammaticales pour les réponses. Donc, ça permet de travailler des compétences particulières tout en jouant. Donc, c'est un peu un détournement du jeu, mais ça fonctionne assez bien. Voilà un petit peu, vous allez le voir d'ailleurs tout à l'heure, souvent voilà, on a tendance dans un cadre scolaire, selon les apprentissages visés, à détourner, à adapter un petit peu les jeux. C'est vraiment le but aussi des jeux qu'on va vous présenter tout à l'heure. Voilà un petit peu pour ce premier jeu qu'on voulait vous faire tous ensemble. Et on va, alors ça j'en ai parlé, on va du coup maintenant aborder un petit peu plus précisément les jeux qu'on va vous faire tester juste après, cette fois-ci en petits groupes. Et du coup je vais laisser un petit peu plus la parole à Sarah qui va vous expliquer tout ça. Donc moi je suis ravie de vous présenter aujourd'hui la gamme Access Plus. Donc c'est une gamme qui a été développée et pensée pour les personnes qui vivent avec des troubles cognitifs. Donc derrière troubles cognitifs, on met tout ce qui est dégénérescence et sénilité pour les personnes âgées, mais aussi tout ce qui est troubles du neurodéveloppement chez l'enfant, donc troubles du spectre autistique, la déficience de l'attention, de l'hyperactivité, parfois les deux en même temps, tout ce qui est troubles 10, etc. On trouvait intéressant de vous présenter cette gamme-là aussi aujourd'hui parce que toute la réflexion qu'on a apportée derrière, en fait, autour des apports du jeu de société et de ce que ça fait travailler et de comment nous on les adapter pourrait peut-être aussi vous apporter des outils et des billes pour vos pratiques quotidiennes en classe. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont des élèves en difficulté. Je sais que ça touche une grande partie des élèves. C'est pas forcément facile de les inclure au quotidien et donc avec des outils adaptés comme ceux-ci, on arrive à faire des choses qui permettent de mettre tout le monde autour de la table et de jouer tous ensemble en évitant les écueils qu'ils peuvent rencontrer eux spécifiquement. Voilà. Donc je vous donne quelques mots sur Access Plus quand même. Access Plus fait partie de la société Asmodée que vous connaissez peut-être, qui distribue notamment Unanimo mais également plein d'autres. Donc on est un studio qui a été créé l'année dernière. On a été annoncé en mai 2022 et les premiers jeux sont sortis au mois d'octobre qui vient de passer. Donc c'est tout nouveau. On est vraiment nous axés sur l'inclusion et l'accessibilité et le renforcement du lien social entre les gens. Pour aller au bout, on travaille avec des experts de la santé et de l'éducation pour nous aider à développer les jeux. On a vraiment une volonté d'apporter des bienfaits à tout le monde. Donc les bénéfices qu'on fait sont reversés à une association. C'est des jeux qui sont made in France, tout sans plastique, etc. Donc voilà, on est allé au bout de la gamme. Mais ce qui nous intéresse, c'est plutôt ce qu'il y a dedans. Donc voilà, on va. Par rapport au lien social renforcé, je sais que des fois vous avez des projets intergénérationnels avec des maisons de retraite, par exemple, ou ce genre de choses. Donc ça peut être des jeux qui sont adaptés justement pour faire jouer à la fois les plus jeunes et les moins jeunes. Donc rapidement, le point de départ, Asmodée a un département recherche et développement qui finance la recherche scientifique autour du jeu de société. Il existe énormément de choses autour du jeu vidéo, des études, des analyses, des articles, etc. Le jeu de société, c'est un petit peu le parent pauvre dans ce domaine-là, mais c'est un domaine qui monte, donc voilà, on commence tout doucement. Donc chez Asmodée, on finance des chercheurs, des doctorants et des études autour du jeu de société pour nous-mêmes, on est intimement convaincus que le jeu de société est bénéfique, mais être intimement convaincu, c'est pas une preuve scientifique, donc on aimerait bien apporter des études chiffrées et des choses pour pouvoir dire que, au-delà de tout ce qu'on observe, il y a vraiment derrière des études concrètes qui prouvent tout ça.
Et donc une des études qu'on a soutenues, c'était celle du professeur Philippe Robert, donc qui est professeur de psychiatrie à Nice, au CHU de Nice en France. Et lui, il a des patients Alzheimer et il se demandait si on pouvait pas adapter les jeux de société pour faire travailler les fonctions cognitives de ces patients qui sont très souvent en déclin. Et c'est les mêmes qui sont en train d'être construites et en développement chez l'enfant. Donc on a fait le parallèle assez rapidement ensuite. Nous, on se disait qu'il y aurait de bons résultats. On en était intimement convaincus, mais les résultats sont allés au-delà de nos espérances. Et en fait, on s'est rendu compte que, en plus de la sollicitation des fonctions cognitives qui se faisaient par le jeu, les résultats étaient supérieurs à ceux des exercices plus académiques que pouvaient proposer les soignants, puisque quand on est dans le jeu, on est dans ce qu'on appelle le flow, donc on est dans une humeur, dans une envie, dans une émotion où on s'implique dedans, on a envie de gagner, on n'a pas l'impression d'être en train de travailler, et donc on va plus loin, on arrive à se dépasser parce qu'on est entraîné par le plaisir de jouer. Donc les résultats sont meilleurs, et en plus de solliciter les fonctions cognitives, le jeu de société a vraiment recréé du lien. Moi, je m'en rends compte quand je vais faire les tests que quand j'arrive, les gens sont pas forcément en train d'échanger entre eux, et quand je repars après avoir joué une demi-heure avec eux, tout le monde discute de ce qui s'est passé, des centres d'intérêt qui sont trouvés en commun pendant le jeu, voilà. Et donc on recrée comme ça une émulsion autour du jeu de société. Donc Access Plus, rapidement, la gamme s'adresse aux enfants, aux adultes et aux seniors. L'idée, c'est d'inclure les personnes qui sont en situation de handicap avec des troubles cognitifs faibles à modérés. Voilà, ça s'adresse aux aidants, aux éducateurs, aux soignants et à toutes les personnes qui gravitent autour. C'est pas des jeux qui sont spécialement conçus pour les personnes en situation de handicap. Ce sont des jeux qui sont conçus pour les inclure dans une situation plus globale. Et ça peut aussi d'ailleurs inclure des élèves à besoins particuliers. Je vous ai fait une petite parenthèse sur où se trouvent les jeux. Donc on les trouve ici, c'est une bonne nouvelle. On les trouve aussi dans les catalogues spécialisés. Il manque ce catalogue, oh là là. Voilà, pour les réseaux scolaires, et également voilà, on essaye de les apporter donc dans les magasins de jeux, dans tous les magasins spécialisés. Ils sont en vente en ligne, mais on essaye aussi de les apporter chez les psychologues, chez les orthophonistes et chez toutes les personnes qui peuvent utiliser le jeu avec ces publics-là. Vous pouvez peut-être aussi les trouver dans les circonscriptions ASH, spécialisées ASH, auprès de vos conseillers ASH éventuellement. Je vais vous parler de la légitimité scientifique derrière. Moi, je suis en charge du développement des jeux. Mon métier depuis plusieurs années, c'est de faire des jeux de société. Mais la santé, c'est un peu moins mon point fort. Et l'éducation, moi, j'ai fait des études sur le développement de l'enfant, mais j'avais quand même besoin d'être accompagnée, surtout pour les besoins spécifiques. Donc, le professeur Philippe Robert, qui est à l'origine de l'idée de la gamme, est là, bien entendu. On est accompagné aussi par Annick Pelletier, qui est orthopédagogue. Elle est basée au Canada. Elle fait de la remédiation cognitive auprès des enfants qui en ont besoin. J'ai été accompagnée par Aurélia Battle aussi, qui est professeure des écoles, coordinatrice en section Ulysse à Cergy, pas très loin. Voilà, et donc ensemble on a réfléchi la gamme, on a testé les jeux avec ses élèves. Voilà, c'était des grands moments. Et Mathilde Trot, qui est directrice des accompagnements non médicamenteux chez Corian, qui donc pour travailler auprès des personnes âgées et également auprès des psychologues et de toutes les personnes qui font de la thérapie non médicamenteuse autour de ça. Comment on joue? On sort la boîte, on installe le matériel. Pour les règles, il y a les livrets de règles, il y a des vidéos qui durent 2 minutes qui expliquent les règles du jeu. Il y a aussi des règles simplifiées pour comprendre tout de suite comment on joue avec des pictogrammes, etc., que même les élèves finalement peuvent lire eux-mêmes et appliquer tout de suite. Et ensuite on joue. Alors vous allez me dire, elle est bien jolie ta slide Sarah, mais on n'apprend pas grand-chose. Ce que je voulais juste vous dire, c'est que c'est hyper facile à mettre en place. Il y a besoin de la boîte et que de la boîte. Les cartes sont grandes, je vous les montrerai tout à l'heure. C'est du matériel qui est adapté pour le jeu en collectivité. Il n'y a pas forcément besoin pour vous, même si je sais que vous le faites très bien, de bricoler, de faire des photocopies agrandies, de découper tout le matériel, etc. J'ai conscience du travail que ça représente et du temps que ça représente. Et cette gamme, elle est aussi là pour répondre à ce besoin de fournir des outils professionnels. Et tout de suite, on prend la boîte, on l'ouvre et on peut tout de suite jouer. Et voilà, et les règles sont hyper faciles d'accès en 2 minutes et les élèves les comprennent très bien. Pour être honnête, Double, c'est un de nos gros succès chez Asmodée. Il y a beaucoup d'élèves qui le connaissent déjà. Donc même pour les règles du jeu de celui-là, très souvent c'est
c'est banco en 3 minutes. Mais c'est vrai que ce sont des jeux qui existent en format traditionnel réduit et on a souvent cette problématique quand on les met en place en classe d'avoir des petites cartes, c'est pas forcément adapté et rien que ça finalement vous allez voir là en jouant, c'est vraiment un côté positif. Oui, ce sont tous des adaptations de jeux qui existent. On s'est rendu compte, au tout début, on s'est demandé si on ferait de l'adaptation ou si on ferait des créations de zéro, en créant des jeux qui, voilà, spécialement destinés pour être joués en collectivité, spécialement, etc. Mais en fait, on s'est très vite rendu compte que la reconnaissance de la marque crée du lien entre les gens, et notamment quand je suis allée donc avec Aurélia. J'ai apporté la boîte et il y a une élève qui tout de suite m'a dit « Ah là là, je le connais, mes frères ils jouent ensemble, mais moi je peux pas jouer avec eux parce que je vois pas bien la carte. Elle est dyspraxique, donc elle déchirait les cartes et donc pour ses frères c'était la fin du monde et enfin voilà, c'était terrible ces moments de jeu. Et donc du coup voilà, ça, elle l'a emporté chez elle et elle est revenue en me disant que voilà, ils avaient réussi à jouer tous ensemble et qu'ils étaient très contents. Donc bon voilà, l'idée c'est vraiment d'arriver à remettre tout le monde ensemble. Je voulais vous faire un petit topo rapide sur chacun des jeux pour vous présenter la gamme. Donc les 3 jeux, ils sont sortis en octobre. L'idée pour nous, c'est d'en sortir ensuite un par an. Le prochain sortira au mois de mars. C'est aussi une adaptation du catalogue Asmodée et j'ai pas le droit de vous dire ce que c'est encore, mais je suis sûre que vous le connaissez. Donc je vous fais un teasing comme ça. On va essayer de deviner. Et après, si vous voulez, je vous ferai. Vous aurez le droit de voter. Les 3 jeux sont assez complémentaires à la fois dans leur mécanique, mais également dans tout ce qu'ils sollicitent chez l'enfant. Donc on va commencer par Dobble, c'est le plus simple. C'est un jeu de cartes. Voilà, donc avec des symboles qui sont présentés sur la carte. Vous avez une carte pour vous et une carte sur la pioche. Et il faut retrouver le symbole qu'il y a en commun entre votre carte et la carte de la pioche. Le premier qui trouve annonce, dit le mot, ou tape dessus en fonction de ce qu'il préfère, et récupère la carte. Et donc il y a toute une pile de cartes sur la pioche, et quand la pioche est vide, on compte ses cartes, celui qui en a le plus a gagné. Ça dure 3 minutes chrono. Dans la version Access Plus spécifiquement, 3 niveaux de difficulté, avec 4 symboles, puis 5 symboles, puis 6 symboles. Donc le niveau facile permet de bien appréhender les règles du jeu, de bien voir les symboles, de bien les nommer correctement, etc., d'appréhender le jeu. Et ensuite on peut passer petit à petit aux autres niveaux. Ce qui se fait assez en classe dans les sections Ulysse et les IME qui je l'ai testé, c'est du tournoi. Donc c'est-à-dire que on met le facile, le moyen, le difficile, et voire même parfois le double classique, parce que parfois avec la gradation ils arrivent à retourner au double classique. Et ils sont 3, celui qui gagne monte, celui qui perd descend, et puis bah voilà, c'est le petit tournoi comme ça. La gradation au niveau de difficulté permet vraiment d'appréhender et de se surpasser petit à petit. Le fait de réussir et de gagner, ça donne un sentiment d'estime de soi et de fierté qui est ultra positif et qui permet de se surpasser. Pour ceux qui connaissent le jeu original, donc les cartes sont plus grandes, elles sont plus épaisses, donc plus résistantes. Donc pour tout ce qui est dyspraxie ou quand on commence un petit peu à s'agiter, voilà, il n'y a pas de souci, on peut les plier comme ça, et puis après elles prennent leur forme toutes seules. Il n'y a pas de problème. Et les symboles aussi sur le jeu original, ils sont parfois petits, parfois grands, parfois placés pas dans le même sens. Là, on les a tous réalignés. Ça rend pas le jeu plus facile, ça rend la compréhension des cartes et l'immédiateté plus simple. Et les règles accessibles que les familles connaissent évidemment, et un mode 1 joueur qui est disponible. Ça, c'est plus particulièrement en orthophonie ou avec les psychologues quand les praticiens ont besoin de voir l'enfant agir par lui-même. Et on a étudié donc ces versions adaptées qu'on a fait pour analyser les fonctions cognitives que ces jeux-là sollicitaient. Donc c'est en ça que je vous disais que la gamme elle est complémentaire. Dobble, c'est très clairement le traitement visuospatial, la mémoire à court terme et puis la gestion des émotions. On voit très vite qu'au début les enfants font parfois un peu n'importe quoi. Ils disent des mots comme ça qui viennent, ils perdent 1 fois, 2 fois, 3 fois, après ils se concentrent, clairement. Voilà, on a envie de gagner. Comme les parties vont vite, on peut recommencer assez rapidement, et donc sentiment de frustration d'avoir perdu, très souvent c'est « allez on recommence ». Ils évacuent la frustration d'avoir perdu pour l'envie de recommencer et de faire mieux. Parfois, il y a une vraie appréhension sur le double original qui est petit, où on voit pas forcément bien tous les symboles. Certains symboles ont la même couleur, etc. Donc nous, on a vraiment travaillé pour que ce soit plus facile à lire, plus immédiat.
Il faut voir aussi qu'il peut y avoir la barrière de la méconnaissance peut-être des images, des termes associés. Par exemple, je pense aux élèves allophones qui vont avoir peur avec tous ces symboles parce qu'ils ont l'habitude de s'entendre dire, de travailler le vocabulaire simple. Enfin voilà, d'avoir l'impression d'être dans ces situations un peu perdues avec toutes ces images. C'est vrai que si on introduit des ronds avec moins d'images, ça permet de faciliter aussi par rapport à ça. Faut pas mettre de côté l'inquiétude des élèves parfois qui savent pas ce qui est attendu et qui ont peur quand même de mal faire et qui peuvent être vite inquiets par rapport à la surcharge de certaines règles du jeu, de certains jeux. Et la différence entre ceux qui connaissent déjà, qui jouent à la maison avec les parents, avec les frères et sœurs, et ceux qui jouent pas, parce qu'il y a aussi ces différences, enfin vous savez ça bien mieux que moi, ces différences par rapport à finalement à l'environnement propre et personnel de l'enfant. Donc en faisant dès le début des groupes, ceux qui connaissent peuvent aller sur ce qui est plus difficile, ceux qui connaissent pas appréhendent les règles au début et on n'est pas tout de suite confronté à quelqu'un qui sait faire et qui va tout gagner en 5 minutes. Il y a aussi des générateurs de double, il y en a plein internet, où vous pouvez utiliser du coup des symboles qui vous intéressent pour travailler le vocabulaire et ce genre de choses. Si vous voulez, je sais pas, faire un double sur l'histoire ou sur, je sais pas, les fruits, j'en sais rien. Enfin, vous avez aussi la collection qui s'appelle Tam Tam, où vous avez des mots en fait. Donc c'est pour l'apprentissage de la lecture, mais c'est exactement le même principe de rapidité pour trouver le mot qui revient. Donc vous avez une variation en fait à partir de ce jeu classique assez large. Le 1 à 4 joueurs, c'est ce qui est conseillé, mais on a joué jusqu'à 6 ou 7 autour de la table. Et comme les cartes sont plus grandes, ça pose pas de problème. Donc, je pense que c'est des indications qu'on est obligé de mettre en tant qu'éditeur de jeux de société, qui sont un petit peu restrictives, je trouve, et qui sont tellement dépendantes de chaque enfant en fait, qui mûrit à sa propre vitesse et tous ceux qui sont capables de jouer ensemble, etc. Donc je ne peux que vous recommander de l'estimer vous-même et de considérer que j'ai écrit des bêtises sur la boîte parce que ce sera bien plus vrai. Après, c'est à adapter selon votre contexte. Le Timeline s'adresse à un public un petit peu plus âgé. Pour ceux qui le connaissent pas, c'est un jeu de frise chronologique. Donc en fait, vous piochez un événement qui sera votre événement de référence. Par exemple, je sais pas moi, 20 milieux sous les mers de Jules Verne, c'était en 1869. Vous le saviez, on le savait, tout le monde le savait. Et ensuite, vous piochez une autre carte, par exemple, naissance du jeu d'échecs. Et la question, c'est de savoir si vous devez le mettre avant ou après l'apparition de 20 milieux sous les mers. Une idée, comme ça, avant, après Jules Verne, les échecs, à votre avis? Avant, oui, très largement avant. Donc ça, c'est tout le principe du jeu. Pareil, on peut faire plusieurs niveaux de difficulté qui sont explicités dans la règle. Donc on met plus ou moins de cartes sur la pioche au milieu. Et on a un petit peu bousculé les règles pour que ce soit plus accessible. Donc déjà, chacun a sa propre frise chronologique. Ça évite que quand c'est à nouveau votre tour, il y a 4 nouvelles cartes qui étaient ajoutées, ce soit de plus en plus difficile très très vite de placer. On a pris des événements qui, je l'espère, résoudront votre problème, sont plus éloignés dans le temps les uns des autres. Donc du coup, on n'est plus trop à un an près. On arrive comme ça à se faire une frise temporelle avec des événements un peu marquants, mais de manière récurrente, régulière. Dans notre version, on a ajouté une frise chronologique. J'ai découvert que c'était pas forcément très évident pour tout le monde que moins 8000, c'est avant 1500. Moins 600, c'est avant 0. Voilà, il y a cette notion de chiffre négatif. Mais moi, j'ai découvert en tout cas que du coup, donner des repères pour que ce soit écrit, ce soit sous les yeux de la personne qui joue, ça rend ça plus simple. Les cartes sont beaucoup plus grandes, je sais pas si vous connaissez la version originale, qui est ici, mise toute petite, et qui était impossible à lire. On a fait 2 paquets de cartes de thématiques différents, donc il y a les inventions de la vie quotidienne et il y a tout ce qui est art et loisirs et culture. On joue avec ce qu'on veut, ce avec quoi on se sent le plus à l'aise, on mélange tout si on préfère. Il n'y a pas vraiment de restrictions à ce niveau-là. On a également ajouté un deck, alors je sais pas si ça va vous intéresser vous particulièrement en tant qu'enseignant, mais les professionnels de santé, c'est eux qui nous l'ont réclamé. C'est un deck sur sa propre vie. Donc en fait, il y a par exemple un chagrin, donc un gros chagrin qui vous a marqué dans votre vie. Vous mettez la frise côté expérience personnelle, donc passé, présent, futur. Et puis vous pouvez dire, la semaine dernière, j'ai perdu mon doudou, donc voilà, j'étais très triste. Il y a l'anniversaire. La semaine prochaine, c'est mon anniversaire, donc voilà, je fais une fête, j'invite mes copains, etc. Donc ça, c'est du futur, etc. Et voilà, et ça permet surtout en consultation de faire parler l'enfant sur des sujets qui sont parfois difficiles à aborder et qui là dans le cadre du jeu permettent de l'ouvrir plus simplement. Alors, je ne sais pas si ça a une utilisation pour vous en classe, mais en tout cas vous savez que ça existe.
En maternelle, je pense que ça peut être assez pertinent. Justement parce qu'en atelier de langage même, vous pouvez utiliser ce genre de jeu. Ça peut être pertinent pour faire échanger sur certains sujets que vous voulez traiter en ciblant les cartes auparavant et en faisant un petit peu communiquer les élèves sur ces sujets. Donc, dès la maternelle, je pense que ça peut être intéressant, cette version-là. On propose aussi un mode de jeu où on met la carte sur l'anniversaire et il faut trouver des mots en rapport. Et le premier qui trouve gagne la carte et le premier qui a gagné 5 cartes a gagné la partie. C'est qui est proposé dans le livret de règles qui détourne complètement Timeline. Et le dernier jeu, c'est Cortex. Pareil, on a des cartes plus grandes, plus épaisses, plus faciles à manipuler. Je vous ai pas dit, mais tous les éléments des jeux sont lavables. Vous pouvez passer un coup de lingette désinfectante dessus. Donc les cartes sont plus grandes. On a retravaillé les designs parce que c'était difficile à appréhender et on a sélectionné les défis qui étaient dans le jeu original. Donc Cortex, c'est un jeu de défis. Vous mettez une pile de défis au milieu de la table, on retourne une carte et le premier joueur qui trouve la solution du défi remporte la carte. Chez nous, le premier qui a 5 cartes a gagné. Ça permet de faire des temps de partie plus courts. On a 2 niveaux de difficulté, donc un niveau facile avec des défis beaucoup plus simples et un niveau difficile. Et donc il y a 8 défis dans ce jeu. On a sélectionné les plus évidents et les plus simples. Donc il y a le labyrinthe où vous trouvez le chemin qui mène au petit cerveau du milieu, assez facile à prendre en main. Il y a des défis aussi où il faut reproduire ce qui est sur la carte. Par exemple, si la dame sur la carte, elle a un doigt sur le front, le premier qui refait la même chose gagne le défi. Mais la grande particularité du Cortex, c'est que un des 8 défis est un défi tactile. Donc au début de la partie, on prend le temps de toucher les cartes, de les découvrir, etc. Et ensuite, pendant la partie, quand on tombe sur une carte défi tactile, un joueur doit reconnaître la carte seulement avec le sens du toucher, sans la voir. Voilà, vous ferez l'expérience. C'est pas si facile, mais c'est amusant en tout cas, et c'est ça qui compte. Dans tous ces jeux, il y a beaucoup de fonctions cognitives sollicitées dans Cortex. Je termine là-dessus. On peut soit tout mélanger et faire solliciter toutes ces fonctions cognitives-là, ou bien on peut choisir les défis qui sollicitent telle ou telle fonction. C'est détaillé dans le livret de règles. Si vous voulez faire travailler particulièrement l'attention ou la mémoire ou la motricité, vous avez la liste des défis à mettre en application pour cette fonction cognitive-là spécifiquement. En sachant que vous avez aussi les réponses aux défis oui, la règle. Et ça peut être utile. On a ajouté le livret de solutions. J'ai pas particulièrement de troubles cognitifs, mais j'étais bien contente que parce que quand il faut compter les petits carrés, les maths et moi, tout ça. Dans le livret de règles, il y a tout le détail de tout ce qu'on entend par ces fonctions cognitives-là. On était un petit peu pris entre les professionnels de santé qui avaient des définitions très précises et très difficiles à comprendre, et notre volonté de rendre ça accessible à tout le monde. Donc merci.